Et bonjour à tous et bienvenue de retour pour une vidéo d'analyse sur un film d'animation. Et oui, ça faisait longtemps. Bon, j'avais un peu prévu la vidéo Ghost in the Shell de New Movie, qui est le film qui nous intéresse aujourd'hui. À plus tôt, bon bah finalement la dernière vidéo c'était celle sur Steins Gate partie 2 qui est du coup d'il y a 3 semaines si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire un petit moment. Entre-temps, évidemment, comme vous le savez, je suis parti au Japon. J'ai pu ramener quelques petits objets qui se sont invités au décor. Le décor d'ailleurs qui... Un petit réagencement, petit changement de lieu. Il y a une petite statuette d'Olo ici. On a Maetel là-haut. On a évidemment le Goliath pris au Parc Ghibli avec Nausicaa en petit là-bas. Et aussi Rai Ayanami là-bas. Là-bas. Qui sont donc les nouvelles figurines qui sont présentes. Je me suis aussi procuré assez récemment Suzume. Et un nouveau film que j'ai rajouté dans ma liste de films à analyser parce qu'il est incroyable. Suzume, il faisait partie de la liste depuis que je l'ai vu au cinéma. Mais un film dont j'avais entendu parler au début, que j'avais pas vu. Et là, désormais, j'en ai eu de nouveaux retours avec sa sortie Blu-ray DVD. C'est Le Château solitaire derrière le miroir. Le dernier de Keiichi Hara, son cinquième. Alors pourtant, Keiichi Hara, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup. C'est un très grand réalisateur. euh, qui a déjà fait ses preuves avec Colorful, Misokusai, entre autres. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de lui encore. On n'a pas parlé de film de Keiichi Hara, et c'est... Bon, le hasard en a fait un si, mais vous le savez très bien, Keiichi Hara, ça viendra, c'est sûr. Euh, 5 films d'animation donc sont prévus entre Un été avec Ko, Colorful, Misokusai, Wonderland, Le Royaume sans pluie, et donc Le Château solitaire derrière le miroir. J'ai essayé de faire entretenir la chaîne un peu régulièrement, avec des petits posts réguliers. Bon, j'espère que ça vous a un peu occupé en attendant. Donc, j'espère que ça vous a convenu, et on reprend le rythme habituel avec les films d'animation et animés. Et aujourd'hui, on parle du troisième et dernier film pour l'instant, Ghost in the Shell. Alors, comme vous le savez, et comme j'ai déjà dit, Ghost in the Shell, c'est pas un point final qu'on met au chapitre, parce que comme vous le savez certainement, ces trois films ne sont pas la totalité de l'univers de Ghost in the Shell. Outre évidemment l'œuvre écrite de Masamune Shiro, qui aussi est à l'origine de ce film-là, il y a aussi tous les autres animés et séries d'OAV qui a eu une très grande quantité avec les Standalone Complex, les Solid State Society ou d'autres choses comme ça. Enfin, il y en a eu beaucoup et l'univers Ghost in the Shell n'est évidemment pas du tout terminé avec ça. Donc, je mets ça de côté parce que j'ai pas envie de prendre sur ces vidéos de films beaucoup de temps à parler de ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de présenter mes trois animés préférés en version longue, comme je suis en train de le faire avec Steins Gate actuellement et comme on l'a fait avec Evangelion avant. Mais après, comme vous le savez, j'ai prévu de réduire le nombre de vidéos par animé pour parler de plus d'animés, mais donc des animés que j'aime bien aussi, mais qui sont pas mes favoris absolument. Il y en a beaucoup. J'ai une liste déjà assez grande qui est déjà prévue, donc moins une soixantaine d'animés. Enfin, et puis j'en rajoute tout le temps un peu, sachant que, comme vous le savez, je l'ai dit aussi, je ne parle pas d'animé en cours, ça c'est pas prévu, je ne surfe pas sur le succès du moment, le but c'est de parler des offres qui sont terminées. Alors attention, ça veut pas dire que quand je dis ça, je dois attendre 5 ou 10 ans que l'animé soit terminé. Non, par exemple, bon, au moment où on parlera de cet animé, ce sera peut-être un petit moment, mais un animé comme Susuno Freerun, on en parlera, même s'il sera peut-être fini au moment où on va en parler, depuis peut-être un an, allez, parce que et puis après, le manga se termine pas tout de suite, apparemment. Enfin, voilà, ça je laisse pour plus tard. Autre projet qui pourrait intervenir, comme vous le savez, il y a de temps en temps, c'est très rare sur la chaîne, des vidéos autres qui ne rentrent pas dans la catégorie de vidéos que je fais habituelles, comme la vidéo réaction sur Le Garçon et l'Héron, qui fait partie de cette vidéo spéciale. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est d'ailleurs la seule, il me semble, que j'avais faite. Ouais. Quand il y a des trucs spéciaux qui se passent dans l'actualité, comme la mort d'Akira Toriyama, je fais des petits posts évidemment, mais j'ai peut-être pas forcément envie de faire une vidéo dessus, parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour réaliser toute l'œuvre d'Akira Toriyama, j'ai pas du tout les connaissances nécessaires autour de Dragon Ball pour parler de ça. Euh, mais
il y a à terme, et le voyage au Japon m'a donné envie de faire ça, de faire plus de vidéos un peu spéciales, mais qui ne sont donc pas liées à un film d'animation comme une réaction Garçon et Héron, même si une réaction à un autre film d'animation pourrait être envisagée plus tard, un autre jour, on ne sait pas quand, mais plutôt des vidéos autres sur des concepts autour de l'animation japonaise, peut-être un peu d'observation autour de la société japonaise et des rapports entre les autres, enfin rapports entre les gens, ou pourquoi pas les liens qu'on peut faire éventuellement, si c'est possible, entre les animés et la réalité. C'est quelque chose qui est difficile à faire, qui est assez ambigu, donc c'est pour ça que je réfléchis à faire ça, parce que c'est pas toujours évident de parler de ce genre de thème, parce que des fois c'est des choses qui sont pas très marrantes, on va dire, à parler, mais aussi des vidéos, pourquoi pas, autour comment dire, des personnalités importantes autour du monde de l'animation, et de montrer à quel point l'animation a atteint tous les domaines, même dans le domaine de la musique. Vous serez sans doute au courant du concept des vocaloïdes avec la fameuse Hatsune Miku. Quand vous êtes fan d'anime et que vous allez acheter peut-être des figurines de vos animés préférés, des Hatsune Miku, vous en avez forcément vu. Genre, beaucoup. En version neige, version pilote, en version ce que vous voulez. Mais on va peut-être parler du phénomène Miku, mais aussi d'un autre phénomène qui est en cours, la plus grande chanteuse de tous les temps, à mon sens, au Japon, Ado. Ado, on va peut-être parler d'elle aussi, certaines de ses chansons. Je sais pas encore si je vais faire des vidéos un peu d'analyse et tentatives de compréhension des chansons, mais ma culture ma science de la musique est assez peu développée. Il faudrait que je fasse des recherches dessus, même si je m'inspire de pas mal de gens qui ont des grosses connaissances sur le sujet. Ça pourrait être intéressant. Ou alors plus de parler de ses messages et de son impact. Mais dans ces cas-là, ce serait plus une vidéo simple. On parle d'Ado et on essaie voilà, juste de parler de sa carrière, qui est très courte, elle a que 21 ans, hein, on le sait, mais ça c'est une vidéo que je me garde au coin de la tête. Euh, donc des vidéos qui ne sortiraient absolument pas de manière régulière, qui seraient complètement ponctuelles, un peu comme j'ai envie, en plus des vidéos que je fais habituellement, évidemment, sur les films d'animation et les animés, ça, on continue le rythme. Bref, c'était une introduction qui était très longue. Donc on va se plonger sur le film de Ghost in the Shell, de New Movie. Alors vous avez certainement peut-être vu le titre The Movie, tout court, mais c'est The New Movie parce qu'après on peut confondre avec le film de Mamoru Oshii de 1995, donc c'est plus trop clair, donc on va plutôt l'appeler The New Movie, c'est un peu plus simple. Sorti au passage 20 ans après le premier film Ghost in the Shell en 2015. Alors, le truc, c'est que, contrairement aux deux premiers films où on a Mamoru Oshii qui a déjà fait ses preuves avec certains grands films d'animation, alors certes, je pense que la légende de Mamoru Oshii s'est quand même inscrite dans le film Ghost in the Shell, mais il y avait quand même le Tenchi no Tamago, donc j'ai déjà un peu introduit dans la première vidéo de Ghost in the Shell, qui est très particulier et très intéressant, 10 ans avant la sortie de Ghost in the Shell. Donc, Mamoru Oshii, même au moment où il fait Ghost in the Shell, il sort pas de nulle part. Alors, c'est pas pour dire ça, mais à la place de Mamoru Oshii, on va prendre des gars qui sont quand même, qui ont une carrière assez intéressante, qui ont participé à des projets d'envergure, mais qui sont à leur premier coup d'essai en termes de réalisation. Alors, il y a deux réalisateurs, on ne sait pas trop quels sont les rôles de qui, mais en termes de réalisation chara-design, c'est Kazushika Kise, et en termes de plutôt storyboarder, mais aussi réalisateur, il y a un peu une ambiguïté de double réalisation, c'est Kazuya Nomura. Alors, ces gars-là, ça vous dit certainement rien, c'est pas les plus grands réalisateurs connus. À vrai dire, le premier qui sait n'a fait à peu près rien du tout à part Ghost in the Shell The New Movie et Ghost in the Shell Arise en termes de réalisation. Après, il a quand même participé à des choses intéressantes. Il est par exemple le character designer de Made in Abyss en 2017, ce qui est quand même pas rien. Alors, c'est pas lui qui a écrit Made in Abyss, hein, c'est sûr, mais Chara Design, c'est plutôt cool dans un anime qui a marqué les esprits, dont le rôle du Chara Designer était quand même important pour essayer pour bien faire la feinte de Made in Abyss, de parler de tir d'un univers mignon et gentil et nous plonger dans le truc le plus obscur qu'on a jamais vu. Il fallait un bon chara designer pour réussir cette feinte, et je trouve que ça a bien réussi. Alors après, ok, il y a le manga qui te permet de t'inspirer pour faire tes personnages, c'est pas non plus la chose la plus difficile, mais ça reste quand même assez remarquable. Il a participé aussi au terme de character designer sur le Triple X Holic, ou plus simplement appelé simplement Holic, où les 3 X, on les prononce pas, un peu à la Hunter x Hunter.
C'est donc Chara designer de l'animé, la même chose, voilà, extrêmement grand manga de Clamp. Il a participé aussi à Fate Grand Order, This is the Realm of the Round Table, Camelot. Donc ça, un Fate, bon après Fate, il y a beaucoup de personnalités qui ont passé par les séries Fate, vu que les séries Fate, il y en a 43 millions, donc c'est un peu facile. Mais c'est un gars qui a participé à quelques projets, qui a travaillé avec Clamp, qui a pu bosser sur des projets intéressants, notamment sur Patlabor et sur Made in Abyss aussi. Donc voilà, c'est un gars qui est un peu inconnu au bataillon, mais qui n'a pas rien fait de sa carrière. Un peu à l'image de l'autre réalisateur, Nomura, qui lui est principalement directeur clé et notamment a participé à la direction d'animation de Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc ça c'est quand même plutôt stylé, parce que Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est quand même un sacré animé des années 2000. Il a participé aussi à un film Conan, je crois, Détective Conan, le film Le fantôme de Baker Street en 2002. Donc voilà, même chose, pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de réalisation pour ces deux hommes, mais pas mal de participation, soit en tant que cara designer, animateur clé, character designer pour qui c'est animateur clé plutôt pour Nomura. C'est donc petite carrière, mais sympathique quand même. Il y a des petits noms en fait. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas la liste tellement des réalisations qu'ils ont pu faire, parce que ok, il y a des choses intéressantes, mais c'est plutôt les travaux qu'ils ont pu faire et leur partenariat qu'ils ont pu montrer avant d'avoir la chance de réaliser un film. Alors, ça montre une certaine expérience. Parce que comme on le sait souvent, tu ne deviens pas réalisateur à 30 ans. C'est pas des gars qui sont jeunes, hein, qui sait actuellement 65 ans, je crois. Donc voilà, encore une fois, c'est des gars qui ont leur chance d'être réalisateurs, mais très tard. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Nomura, a appris en 2004 auprès d'un certain Masaki Yuasa avec son Mind Game. Il était directeur d'animation, encore une fois, sur ce film d'animation de Yuasa en 2004. Donc voilà, il y a des grands hommes, il y a des gens intéressants dans leur carrière, ils ont côtoyé du beau monde, mais c'est pas les grands réalisateurs qu'on retiendra dans ces années 2010, c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, c'est une bonne idée de mettre des gens qui, ok, ont une carrière sympa, mais qui n'ont pas vraiment prouvé leur réalisateur, un projet d'un film d'animation lié à un des univers les plus mythiques de la Japanime, qui est Ghost in the Shell. Alors, on pourrait se dire, pourquoi pas, tenter l'expérience, ça peut être intéressant, mais quand on a vu le film, on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure chose. Alors, en termes de réalisation, le film est très très peu compréhensible. Alors, je sais pas si c'est à cause des sous-titres de la version française, ou est-ce que c'est à cause de l'univers Ghost in the Shell qui est volontairement pas clair. Déjà qu'en fait Ghost in the Shell 1 et 2 Innocence étaient très bizarres à comprendre, enfin il fallait un petit peu essayer de contourner le propos principal pour réussir à trouver des éléments de réponse de l'analyse que Mamoru Oshii proposait. Euh, Bah là, c'est encore moins clair. Alors, je pense pas que le film soit mauvais, hein. Je pense que après les critiques qu'on a pu voir, elles étaient assez justes, avec des moyennes de 6,6 sur 10 étoiles, j'ai vu, ou une moyenne générale de 3,3 sur 5. On avait eu ça sur Allociné, je crois, 3,3 sur 5. Donc finalement, c'est pas des bonnes notes, mais c'est pas un truc catastrophique. Voilà, c'est un film d'animation qui, je pense pas, n'a si déçu que ça. L'animation est cool, c'est un style un peu vieux, ça fait, je trouve, pas mal d'hommage à Ghost in the Shell, premier film, donc c'est plutôt intéressant, c'est pas mal réalisé. L'animation est correcte, mais on s'en relèvera pas la nuit. Ça reste 2015, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, quand même, hein. Bon, c'était il y a 9 ans, mais moi, je considère qu'on a quand même fait mieux à l'époque. Euh, mais voilà, c'est un film qui laisse un peu sous sa fin. C'est ça, je suis un peu embêté avec ce film parce que j'ai pas envie de l'incendier en disant c'est de la merde, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas vrai. Ce film n'est pas nul. Mais c'est vrai que je suis quand même déçu et que c'est vraiment pas le film d'animation où je vais dire waouh, j'ai regardé ce film incroyable, génial, je le proposerai à tout le monde de le regarder. Non. Alors, moi, je me permets d'allumer un peu plus ces films-là aussi, parce que, évidemment, quand je parle d'un film d'animation, c'est que je les ai plutôt sélectionnés pour qu'ils soient bien. Alors, j'ai pas mal de films derrière moi, mais évidemment que c'est pas tous les films d'animation qui ont existé. Tous les films d'animation japonais qui ont existé, je sais pas combien il y en a eu, mais il y en a eu au moins 700 à 800 dans l'histoire. Là, il y en a
environ 140, c'est pas mal, mais évidemment, c'est pas du tout, c'est à peu près, ouais, on va dire, ouais, 20 non, ouais, 15%, allez, grosso modo, 15 à 20%. Qu'est-ce qu'on peut dire des restants? Est-ce que c'est des bons films d'animation? Est-ce que c'est de la merde? Alors, dans le lot, il y a de la merde, hein, on va pas se mentir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les films que je sélectionne, c'est évidemment des films qui m'ont plu, des films qui me semblent intéressants. C'est pas forcément tous des films exceptionnels et qui se mettent au plus haut niveau des plus grands films d'animation classiques de l'histoire de l'animation mondiale. Pas tous. Enfin, certains le sont, évidemment. Il y a des films exceptionnels, mais d'autres qui le sont pas. Enfin, moins, on va pas dire qu'ils ne le sont pas, mais du coup, je n'allume pas en général les films que je présente, parce que, en général, c'est des films que j'ai bien aimés, en tout cas suffisamment pour pouvoir en parler. Mais là, c'est un peu différent, vu qu'il est associé à un univers dont on a déjà introduit, avec des films comme Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2, Innocence, qui sont exceptionnels pour moi. Je trouve que c'est des très bons films. Enfin, Ghost in the Shell, tu comprends assez vite pourquoi c'est un film exceptionnel et absolument légendaire dans l'histoire de la Japanime. Peut-être que Ghost in the Shell 2, Innocence, est un peu moins clair et peut-être un peu plus difficile à apprécier, mais il est quand même très très bien. The New Movie, bah, il fait pas honneur aux deux premiers. Un petit peu en termes de réalisation et d'animation, comme je l'ai dit au début, mais pas en termes d'histoire, de clarté. Il y a un truc qui manque en fait dans la réalisation du film qui me fait dire que c'est waouh, c'est du grand Ghost in the Shell, c'est du grand art. On fait hommage clairement au manga de Masamune Shirow. Là, j'ai pas eu cette impression du tout. Et je dois le dire. Mais encore une fois, ça veut pas dire que le film est nul. Le film commence avec le Major qui est présent dans un lieu qui semble être un centre de rééducation ou de formation d'androïdes. On ne sait pas trop à quoi ça sert pour le moment ce lieu, on voit juste le Major jeune avec une vision avec une fille aux cheveux rouges. Jusqu'ici on n'a pas trop d'informations. Au début on ne comprend pas tout, mais on va avoir toute la réexplication de l'univers de Ghost in the Shell, de dire que voilà, ce que c'est un ghost, qu'est-ce que le Major fout là, enfin toutes les explications, je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qu'il dit à ce moment-là, parce que je vous avoue qu'à un moment donné, dans le dialogue, j'ai lâché, parce que je considérais que c'était pas vraiment utile pour comprendre l'univers Ghost in the Shell, parce que c'est des éléments qu'on a déjà compris par nous-mêmes en regardant les films précédents. Au début, je n'avais pas cette idée-là, parce que je ne m'étais pas renseigné sur le film, et je me suis dit, ouais, je vais me laisser découvrir le film. Et bah, je m'en suis rendu compte par moi-même, le film, mais pas immédiatement, le film est une préquelle. Et le premier truc qui m'a fait tilter, c'est le fait que ce soit pas clair. C'est que si t'as pas l'information que le film est une préquelle, eh ben c'est pas évident de le savoir. Au premier moment, c'est-à-dire que pour moi, une préquelle doit dès le début nous indiquer que c'est une préquelle. En l'occurrence, on n'en est pas sûr. Alors, certes, pour dédouaner les réalisateurs, Ghost in the Shell, la temporalité, il n'y a jamais rien qui est vraiment trop sûr. Vu qu'il y a la réincarnation infinie et que les personnages sont principalement tous intuables, on pourrait se dire on est dans une autre version ou un autre monde où le Major a survécu. Mais il y a deux indices qui me font dire bon bah on est clairement avant, c'est qu'on traite Togusa comme le nouveau, premièrement, et simplement Aramaki, il a les cheveux bruns, pas blancs. Ça c'est le détail qui m'a tout de suite fait dire ok j'ai compris. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas compris. Dans le sens où, en fait, le film, dans les éléments qu'il nous donne, dans son texte et dans les dialogues qu'il y a entre les personnages, on ne comprend pas que c'est un préquel. En fait, il faut se référer à voir Aramaki avec les cheveux bruns qui nous fait dire « Ah ouais, on est forcément avant parce qu'il est plus jeune ». C'était ça, en fait, mon raisonnement logique qui m'a permis de le déterminer. Et ça, je trouve, c'est pas forcément une bonne idée. Pour tout le monde qui a vu Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2, c'est très clair. Mais pour quelqu'un qui, imaginons, n'ait pas vu les deux premiers films et commence par The New Movie. Alors, il est un peu bête, ok, mais ce serait une perdition totale pour lui. Parce que peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a Ramaki dedans, il a peut-être regardé des résumés de Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2 Innocence, il se dit « Ah ouais, il faut que je regarde des résumés parce que c'est forcément une suite. » Mais en fait non, c'est pas une suite. C'est un préquel. Et on se demande en fait pourquoi revenir sur des éléments et revenir avant les événements de Ghost in the Shell et donc après la fameuse guerre dont on n'apporte pas plus d'informations sur quelle était sa guerre, à part qu'on peut supposer que c'était une guerre plus ou moins mondiale entre différentes nations. On n'a pas trop idée de ce qui s'est réellement passé durant ce combat, si ce n'est que la grande majeure partie des personnages ont vécu la guerre et ont été directement soldats à l'intérieur.
On a donc à ce moment-là une prise d'otage de certains séparatistes militaires qui sont pour un espèce de retour de la guerre et mettre pression en fait sur les différents ministères qui prennent des otages dans le centre des affaires économiques de l'Union asiatique. Rien que ça. C'est donc la section 9 avec le major et compagnie qui vont aller faire le ménage et s'occuper de la prise d'otage. Sauf que problème, pendant la prise d'otage, un autre homme, un 12e homme qui n'était pas signalé, apparaît et a un espèce de virus intégré. Il arrive à faire bouger certains otages, prendre possession de certains otages, qui tirent sur les soldats séparatistes que la section 9 avait emprisonnés au préalable. Et au même moment, dans la tour du Premier ministre, une bombe explose à travers une valise piégée. La section 9 est complètement désabusée, le Premier ministre vient d'être assassiné victime d'un attentat, et les commanditaires, enfin les réalisateurs de la prise d'otages, les preneurs d'otages, sont tués par les otages, mais les otages qui ont été du coup possédés par la personne à l'extérieur qui ressemblait étrangement au Major. Et ce personnage, qu'on va appeler le clone du Major, disparaît et ne peut pas être attrapé. Pas de bol. C'est donc la panique, hein, et encore une fois, ça, on va jongler un petit peu entre les différentes conspirations, entre les différentes parties du gouvernement japonais. C'est pas très clair, et là, j'ai envie de dire, c'est pas la faute du film, c'est tout le temps comme ça dans Ghost in the Shell, on ne sait plus où donner de la tête en termes des superpositions des gouvernements, des organisations, et de qui tire la bourre à qui concurrence qui complote contre qui. Au bout d'un moment, on perd ses esprits en fait là-dedans. Et ça, c'est le défaut que je note souvent à propos de Ghost in the Shell de manière générale, c'est son manque de clarté par rapport à ces différentes couches de complotisme, voilà, d'organisation et de tout ça. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. On comprend juste que, bon, bah là, il y a un truc avec le ministère, le Premier ministre, qui faisait des arrangements économiques avec les sociétés de production, qui faisait des programmes d'obsolescence programmée, mais qui voulait s'en extraire pour tirer plus de profit. Et derrière ça, il y avait l'Union asiatique économique qui voulait en tirer du profit aussi et qui complote contre le Premier ministre. Et puis après, tu as les États-Unis qui rentrent en jeu, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont intéressés, ils font de l'espionnage pour des profits économiques aussi. Voilà. En fait, c'est tellement peu clair que j'ai du mal, en fait, à faire objectivement un résumé de la situation et dire, voilà, ça passe comme ça, comme ça, comme ça. C'est très dur. Et à formuler, c'est extrêmement compliqué. Et je sais que je suis pas clair, parce que je ne peux pas l'être, c'est pas possible, parce que le film ne l'est pas. Mais ça, c'est pas un reproche que je fais uniquement au film de New Movie, mais c'est un peu en général, hein, sur Ghost in the Shell. Ce qui nous empêche pas d'apprécier les messages profonds de Mamolochi dans les deux premiers films. Ce qui manque peut-être au New Movie. Le New Movie, je trouve qu'il manque un peu de messages profonds, de réels discours derrière l'animé. Moi, je trouve ça dommage et pas exploité à fond. À part peut-être le message un peu d'espoir du Major à la fin avec les enfants, ça reste très peu clair. On nous parle d'un concept de troisième ciel, un univers numérique total qui fait un peu écho au Puppet Master et ce qu'il disait dans les films précédents, surtout dans Ghost in the Shell 1. Un concept qui sera plus ou moins réutilisé de la même manière dans le film de 2017 avec Scarlett Johansson, qu'on ne parlera pas sur la chaîne, on le rappelle, mais c'est quand même un petit détour intéressant, je dis, parce que le film est pas si nul pour un film live action, et ça c'est quand même à noter. Pour l'animation japonaise, c'est rare. On est donc un petit peu perdu, et finalement, le film va plutôt jouer sur l'action, le combat, et à travers cette enquête contre voilà, les différentes organisations. On comprend du coup que le double, le clone donc du Major, peut posséder plusieurs corps, et à la fin, on comprend que c'était son ami un peu aux cheveux rouges, Kyurutsu, qui a explosé a priori avec le Premier ministre dans la tour. Mais sauf que en réalité, elle n'est pas vraiment morte, et elle est représentée par cette petite fille aux cheveux blancs dans cette capsule quand le Major retourne sur les lieux de là où elle a grandi. Donc c'est un peu une... Elle possède des corps, elle en commande plein, notamment avec le colonel commanditaire principal de, de l'attaque du centre d'économie de l'Union asiatique. Mais sauf qu'en réalité, le réel colonel
a été usurpé et vivait dans un endroit reculé que Batou va aller rechercher à la fin, celui qui avait plus de visage et qui reçoit les derniers messages, les derniers mots des autres soldats un peu rebelles contre le gouvernement. Donc manipulatrice, et finalement elle termine en révélant plus ou moins quel était ce clone aussi, et que finalement elle s'en va direction ce fameux troisième ciel, un monde numérique total, avec que des chiffres, que des algorithmes. Un truc qui ressemble aussi un petit peu à ce qu'on avait dit sur Serial Experiment Lane, sur un animé dont on reparlera, mais c'est un animé que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, parce que je trouve qu'il y a des grosses similarités entre SEL et Ghost in the Shell, parce que je pense que Serial Experiment Lane s'est très fortement inspiré de Ghost in the Shell, c'est très probable, mais qui a une idée qui est approfondie avec ce côté numérique, même si Serial Experiment Lane n'est pas très très clair sur ce qu'il raconte, mais ça on en reparlera un jour, ça c'est certain. Enfin voilà, ce film est donc bizarre, décevant, parce que ça va pas dans le propos si loin. Ce que je veux dire, c'est que dans Ghost in the Shell, tu avais des scènes de bagarre avec des échanges de coups de feu, des explosions, voilà, et l'action, c'est bien. Mais tu avais des scènes de pause, genre des scènes de discussion dans la voiture, des scènes où tu faisais de la plongée, et avec le Major, cette séquence où le Major plonge est juste décisive dans le propos de Ghost in the Shell. On en a parlé, et c'est une scène qui est tellement importante, peut-être l'une des plus importantes de tout le film. Alors que dans The New Movie, ok, il y a une petite discussion euh, entre Togusa, Batou et le Major autour d'un sandwich pour vérifier si le Major a un brin d'humanité, mais ça reste un peu comique et toujours dans le concept du travail. C'est-à-dire que il n'y a aucun dialogue en fait, à part des blagues entre Batou et Togusa, et très vite en fait, au plan suivant, on les voit discuter du boulot. Alors j'ai envie de dire c'est normal, voilà, ce sont des robots qui, sauf Togusa, qui sont à la recherche, qui doivent mener une mission. Donc je veux dire c'est logique, mais c'est beaucoup trop. Les séquences d'action et de rapport à l'enquête sont trop nombreuses en fait par rapport aux séquences de pause et de réel discours. Et le discours profond de Ghost in the Shell de New Movie, en fait, il passe quasiment inaperçu de telle manière qu'on n'arrive pas à le déterminer. À part, encore une fois, ce message d'espoir que le Major donne à ses enfants lorsque tous les responsables en fait de ce complot sont arrêtés, notamment les responsables du centre où elle a grandi et où ses enfants sont maintenant, avec ce côté de l'obsolescence et vous devez vendre vos corps ou vos ghosts. Enfin, voilà, c'est pas très réjouissant pour ses enfants, mais ce message de vous pouvez y arriver vous-même, vous devez vous déterminer, vous devez créer votre avenir, ça c'est peut-être le message. Et la seule fois où je me suis dit, là il y a un message dans Ghost in the Shell. Et c'est trop peu. Enfin, Ghost in the Shell de New Movie, hein, je précise, pas l'ensemble de Ghost in the Shell. Et c'est trop peu. Et c'est pour ça que ce film, je reste sur ma fin. Parce que finalement, quand j'ai regardé le film, je passais plus de temps à essayer de comprendre les complots et tout ce qu'il y avait autour des différentes organisations et des différents personnages, plus qu'à réellement essayer d'analyser et de creuser. C'est pour ça que finalement, dans cette analyse, j'ai pas grand chose à dire, parce que ça reste assez faible et trop peu convaincant pour en tirer quelque chose de puissant. Alors c'est peut-être une vidéo qui va vous décevoir, et c'est pour ça que j'ai essayé de parler un peu d'autres choses dans mon introduction, et également de faire des généralités sur ce que je pense sur la Japanimation. Mais j'espère qu'elle n'a pas été surtout trop ennuyeuse pour vous. J'espère que vous avez plu, et allez voir quand même ce film, même si il est décevant, je trouve, par rapport aux autres Ghost in the Shell. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.